Le matin du 2 janvier 1978, une femme en Californie a reçu un appel demandant à parler à quelqu'un nommé Ray. Ne connaissant personne de ce nom, elle a simplement répondu à l'appelant qu'il s'était trompé de numéro et a raccroché. À l'époque, les appelants devaient composer manuellement chaque chiffre du numéro sur un téléphone à cadran rotatif et une erreur de composition était une chose courante. Elle n'y a donc pas prêté attention et a poursuivi sa journée. Cependant, les choses ont pris une tournure terrifiante ce soir-là lorsqu'elle a reçu un nouvel appel de la même personne. Et ce qu'elle a entendu à l'autre bout du fil était extrêmement troublant. L'homme qui, plus tôt dans la journée, demandait poliment à parler à quelqu'un nommé Ray menaçait maintenant de mettre fin à la vie de la femme. Le pire, c'est que cet appel n'était ni une menace en l'air, ni une mauvaise plaisanterie. Celui qui l'avait passé s'est révélé être le Golden State Killer, l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis. Il a terrorisé la Californie pendant plus d'une décennie, de 1974 à 1986, opérant dans plusieurs comtés, dont Sacramento, Ventura, Santa Barbara et Orange. Ce qui le rendait encore plus terrifiant que la plupart des autres tueurs en série, c'était la précision et la minutie avec lesquelles il préparait ses crimes. Au lieu d'attaquer au hasard, il planifiait souvent ses agressions des mois à l'avance. Il espionnait ses victimes, apprenant tout de leur quotidien et de leurs habitudes afin de choisir le moment idéal pour frapper. Il étudiait aussi les environs de leur domicile pour préparer ses itinéraires de fuite. Parfois, il s'introduisait chez elles avant le crime pour déverrouiller des fenêtres, décharger des armes et cacher le matériel qu'il utiliserait plus tard. Il appelait aussi ses futures victimes à plusieurs reprises avant de passer à l'acte, les menaçant au téléphone, comme dans l'appel évoqué plus tôt. C'était une partie intégrante de son rituel. Il aimait tourmenter psychologiquement ses victimes avant même de les attaquer. Puis, lorsqu'il pénétrait finalement chez elles, il les attachait souvent et s'installait comme s'il était chez lui, allant même jusqu'à cuisiner dans leur cuisine. Il avait une confiance absolue en sa planification et malheureusement cela fonctionnait. À la fin de l'année 1986, il s'était introduit dans plus de 120 domiciles et avait attaqué plus de 64 victimes, dont 3 enfants. Pourtant, malgré la quantité de preuves accumulées contre lui, empreintes digitales, empreintes de pas, masques, bijoux volés et de nombreux portraits robots réalisés grâce à des témoins, rien ne permettait de l'identifier. Il allait même jusqu'à appeler la police et les familles de ses victimes pour les narguer, les défiant de l'attraper. Mais malgré tout cela, l'enquête est restée au point mort pendant plus de 40 ans, jusqu'à la fin des années 2010. Lorsqu'une nouvelle méthode d'investigation a tout changé. Les enquêteurs disposaient déjà de nombreux échantillons ADN du tueur. Cependant, son ADN ne correspondait à aucun de ceux présents dans les bases de données criminelles. Mais en 2016, un parent très éloigné du Golden State Killer a fait un test ADN généalogique via une entreprise comme FindOneMe. Les données ADN de cette entreprise ont ensuite été intégrées dans la base de données de GEDmatch. Le FBI a alors utilisé cette base de données pour comparer les échantillons en leur possession. S'ils n'ont pas trouvé directement le tueur, ils ont réussi à identifier un de ses parents éloignés. Grâce à cette découverte, ils ont pu remonter tout son arbre généalogique, qui comptait plus d'1 millier de membres, et ainsi retrouver l'homme qu'ils cherchaient. Après 40 longues années, l'identité de l'auteur de cet appel glaçant a enfin été révélée. Le 24 avril 2018, les autorités ont arrêté Joseph James DeAngelo, alors âgé de 73 ans. Cet ancien vétéran de la guerre du Vietnam était aussi un ex-policier du bureau du shérif du comté de Santa Barbara. Une enquête sur son passé a révélé un détail troublant. En juillet 1979,
Il avait été arrêté pour vol à l'étalage d'un marteau et d'un répulsif pour chien. Avec le recul, il est évident qu'il comptait utiliser ces objets pour l'un de ses crimes. S'il avait tenté de les voler plutôt que de les acheter, c'était pour éviter que la transaction ne soit reliée à son identité. En juillet 2020, Joseph DeAngelo a plaidé coupable de 13 meurtres et 13 enlèvements dans le cadre d'un accord lui évitant la peine de mort. Il a été condamné à 13 peines de réclusion à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, et purge actuellement sa peine dans une prison d'État en Californie. Les enregistrements des appels qu'il passait à ses futures victimes comptent aujourd'hui parmi les fichiers audio les plus dérangeants jamais archivés. Le 1er décembre 2017, l'utilisateur Reddit Dredagon17 a publié un message sur Reddit, espérant trouver une explication aux cris terrifiants qu'il avait entendus pendant ses vacances. Voici ce qu'il a écrit. « Qu'est-ce qui cause ces cris ? Eh bien, je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit différentes choses, mais personne ne sait vraiment avec certitude. Peut-être que quelqu'un ici pourrait m'aider à éclaircir tout ça. » Il a aussi partagé un enregistrement de ce qui semblait être une personne hurlant à plein poumon. L'OP a ensuite donné plus de détails sur les circonstances entourant ces bruits inquiétants, expliquant « Le premier matin là-bas, nous avions prévu de nous lever tôt, de voir le lever du soleil et, espérons-le, d'apercevoir la faune locale. Nous avions donc réglé nos réveils pour 5 heures. Vers 4h45, j'ai été réveillé par des coups violents frappant à la porte suivis de pleurs et de cris. Je me suis instantanément levé en pensant que le pire était arrivé. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma mère dans un état de panique disant « Il y a quelqu'un qui hurle, une femme qui hurle. » Là, aussi clairement que possible, j'ai entendu une femme crier. On aurait dit que c'était à une centaine de pieds de nous. Ma mère a affirmé que cela se produisait depuis les 30 dernières minutes. Nous voulions appeler la police, mais nous n'avions pas de réseau, pas de téléphone dans les chambres, et nous étions les seules personnes présentes. Cela en soi est assez terrifiant. Mais ce qui rend cette rencontre encore plus inquiétante, c'est ce qui s'est passé ensuite, avec une interaction très bizarre avec les forces de l'ordre local, précisant « L'officier a commencé à poser des questions sur ce que nous faisions et pourquoi nous étions debout si tôt. Nous avons pensé qu'il était venu à cause des cris, alors nous lui avons rapidement tout expliqué. Il a alors entendu les cris et est parti à toute vitesse vers la ville. Les cris se sont faits de moins en moins fréquents et ont fini par s'arrêter. Nous avons vu les magnifiques paysages du Yellowstone et avons même montré la vidéo à plusieurs gardes forestiers pour savoir si cela pouvait être un animal. Ils ont tous dit qu'ils n'avaient jamais entendu quelque chose de similaire. Lorsque nous sommes rentrés en ville ce soir-là, nous avons décidé de nous rendre au bureau du shérif pour obtenir plus d'informations. Cela a été accueilli avec beaucoup d'hostilité, tant de la part de la réceptionniste qui a fini par nous fermer la porte au nez que de l'officier que nous avions vu le matin. Ils ont tous les deux dit exactement la même chose. Ça semblait presque écrit d'avance. « Désolé madame, mais c'était une femme ivre qui criait après son petit ami. Je ne comprends pas comment ils peuvent attribuer ça à quelqu'un qui crie après son petit ami. Je comprends qu'on puisse être vraiment ivre, mais pas à tel point qu'on hurle sans prononcer un mot. » Alors quelle était la source de ces cris terrifiants entendus par Dredagon cette nuit-là? La théorie la plus répandue est que ces bruits provenaient d'un animal, plus spécifiquement d'un lion des montagnes. Cela a du sens, car les lions des montagnes sont natifs de la région sauvage du Yellowstone. Plus important encore, leurs cris ressemblent étrangement à ce que l'OP a entendu lors de son séjour dans cette zone. Cela dit,
Il est toujours possible que les policiers disaient la vérité et que ces cris provenaient effectivement d'une femme ivre. Le ton du deuxième cri dans l'enregistrement de l'OP en particulier semble beaucoup plus humain que ce que l'on pourrait attendre d'un animal. Une personne sur YouTube a même essayé d'expliquer cette différence étrange, affirmant que le premier cri semblait venir d'un lion des montagnes et que le deuxième ressemblait à une personne criant en réponse à l'animal. Peut-être que cette personne était simplement agacée et essayait de faire fuir l'animal ou de le faire taire. Bien que cela puisse être une hypothèse plausible, il est probable que la majorité des bruits de cris entendus par l'OP venaient d'un lion des montagnes, car selon son poste, il n'a pas entendu de cris de détresse ni d'autres mots dans ces bruits. Même si les cris provenaient d'une femme très ivre, il est raisonnable de supposer qu'elle aurait dit quelque chose d'autre que simplement hurler à plein poumon. Mais si cela était vrai, pourquoi deux policiers différents ont-ils raconté le même mensonge? Certaines personnes ont spéculé qu'ils l'avaient fait pour éviter d'effrayer les touristes, ou qu'ils jouaient simplement une blague. Mais d'après ce que j'ai vu, il est plus probable que Dre Dagon ait menti à propos de cette partie de son histoire. Il est tout à fait possible qu'après avoir appris l'origine étonnamment banale de ces bruits effrayants, l'OP ait utilisé cette rencontre pour créer une histoire troublante à publier sur Reddit. D'autant plus qu'à un moment donné dans son post original, il mentionne avoir montré l'enregistrement à plusieurs gardes forestiers. Même si ces rangers n'étaient pas à 100% sûrs, ils feraient probablement la connexion évidente avec le bruit d'animal similaire qu'on entend fréquemment dans cette région. Dre Dagon a aussi mentionné avoir cherché sur YouTube et n'avoir trouvé aucune vidéo qui pourrait expliquer ces cris dérangeants. Cependant, en cherchant « Screaming in Yellowstone » sur YouTube, l'un des premiers résultats est une vidéo datant de 9 ans montrant un cri de lion des montagnes. Cela dit, cela fait plus de 7 ans depuis le post original et Dre Dagon n'a pas posté de mises à jour depuis. Donc, que ce soit un lion des montagnes ou quelque chose de plus troublant, nous ne saurons probablement jamais la vérité avec 100% de certitude. En février 2016, les habitants de Forest Grove en Oregon ont commencé à entendre un étrange bruit aigu dans la région. Ce bruit inquiétant était limité à la ville de Forest Grove et aux zones sauvages alentours. Il ne pouvait être entendu que pendant quelques minutes à la fois. Il se déclenchait de manière aléatoire tout au long de la journée et souvent tard dans la nuit avant de disparaître pendant quelques heures. L'un des aspects les plus perturbants de ce bruit était la rapidité avec laquelle il se propageait dans toute la ville. Son ton était profondément inconfortable, ce qui a poussé de nombreuses personnes à appeler la police, visiblement en détresse. It's happened twice tonight. It's happened about 5 times during the last 7 days, and the neighbor beside me, we can't even hear each other in the backyard. Neither one of us can figure out what's happening. Tout au long de ce mois de février, les services d'urgence ont reçu plus de 200 appels de citoyens inquiets, certains rapportant même des symptômes physiques après avoir entendu ce bruit. Mais une question se posait dans l'esprit de tous. D'où venait ce cri perçant? L'une des premières théories avancées était que le bruit provenait d'une fuite de gaz, quelque chose qui pourrait être aussi bruyant. Cependant, la Northwest Natural Gas Company a rapidement rejeté cette idée, affirmant que si une fuite de gaz avait eu lieu, ils en auraient déjà été informés. De plus, une fuite de gaz ressemble davantage au bruit d'un jet qui décolle plutôt qu'au cri perçant rapporté. En outre, ils ont souligné que si une fuite de gaz suffisamment importante pour produire autant de bruit existait, l'odeur du gaz se serait également répandue dans toute la ville. Une autre théorie qui a émergé était que ce bruit pourrait être dû à de l'air piégé et à des lignes d'égout qui s'échappaient par un regard. Cependant, un défaut majeur dans cette théorie était que si cela était vrai,
Pourquoi le bruit n'avait-il commencé qu'en février 2016? Le chef des pompiers, en revanche, a suggéré l'idée que le bruit pourrait provenir du système de climatisation défectueux de quelqu'un. En effet, de nombreux systèmes défectueux émettent un son à très haute fréquence, similaire à celui que les habitants de Forest Grove entendaient. La vérité, c'est que ce bruit aurait pu provenir de nombreuses sources, y compris des équipements de construction ou une sirène d'urgence défectueuse. Malheureusement, le son semblait provenir de toutes les directions, rendant pratiquement impossible de localiser son origine et de vérifier ses théories. Tandis que tout le monde s'efforçait de comprendre la situation, le bruit quotidien devenait de plus en plus inquiétant chaque jour. Mais, soudainement, ce bruit étrange a disparu aussi rapidement qu'il était apparu. Plus de 9 ans plus tard, ce bruit mystérieux reste un mystère non résolu. Cela dit, je crois que la théorie la plus probable est aussi la plus ennuyeuse. Il est possible que tout cela ait été une blague ou une supercherie faite par quelqu'un avec un klaxon. Vous voyez, après avoir été submergé par le nombre d'appels des habitants de Forest Grove, la station de police locale a commencé à enquêter plus sérieusement sur le phénomène. Lors de leurs recherches, ils ont publié un communiqué avertissant les éventuels farceurs qui disait « Si c'est le cas, la personne surprise en train de jouer ce rôle fera face à des conséquences possibles. » Quelques jours après la publication de ce communiqué, le bruit a disparu et n'est jamais revenu. C'est comme si la personne derrière cette farce avait réalisé que cela n'en valait pas la peine et avait arrêté. Bien sûr, tout cela n'est qu'une théorie à part entière. Mais à moins que quelqu'un ne vienne avouer, je doute qu'on découvre un jour la vérité sur l'origine de ce bruit perturbant. Le 2 mars 2013, un utilisateur anonyme a fait une entrée sur 4chan concernant un détournement de radio étrange qu'il avait vécu étant enfant. Le post disait « Les choses étranges commencent environ 16 secondes après. Vers 1995, j'avais environ 15 ans. J'avais l'habitude de rester tard dans ma chambre à écouter la radio sur un boombox avec un enregistreur de cassette intégré. Je parcourais les stations et quand j'entendais quelque chose d'intéressant, je lançais l'enregistrement pendant un moment puis je changeais de station. Une nuit, je suis tombé sur ceci. Je ne pense pas que ce soit le début de l'émission, mais j'ai capté une grande partie de celle-ci. Juste à la fin, un annonceur dit que la station sur laquelle j'étais réglé était WKCR 89.9, New York. Il y a plein de noms et de dates là-dedans, mais je n'ai jamais rencontré quoi que ce soit d'autre de semblable. Avec cela, il y avait un lien vers un fichier audio qui commence de manière assez normale avec un extrait d'une chanson de 1993 de Billy Cobham. Il transitionne ensuite brusquement vers une section de violon d'une pièce appelée Golden Sonata de Henry Purcell. L'audio se transforme alors en un cri perçant qui glace le sang. Cela en soi est déjà extrêmement effrayant, mais l'audio ne s'arrête pas là. Peu après ce cri perçant, il se transforme en le bruit d'une femme prenant de profondes inspirations. Ce rythme respiratoire se répète plusieurs fois, menant finalement au son d'une femme énumérant des noms et des dates apparemment aléatoires, dans un murmure presque imperceptible. Cette voix continue de répéter les mêmes 9 noms et dates encore et encore. Une petite enquête révèle que les noms et dates proviennent de leur nécrologie. Les 2 noms les plus notables parmi ceux-ci appartiennent à Frank Oppenheimer, le frère du créateur de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, et à Barry Joseph Valentino Jr., l'une des victimes de l'attentat à la bombe sur le vol Pan Am 103 en 1988. Cependant, d'après ce que j'ai vu, il n'y a aucune corrélation entre ces noms, à part le fait qu'ils soient tous décédés. Après avoir répété ces noms pendant quelques minutes, l'émission reprend son cours normal, avec une annonce de signal d'appel, apparemment routinière. You're tuned to WKCR-FM New York, 89.9 on your dial. Colombian music is running a little late. It will be starting in a few minutes.
Lorsque l'utilisateur anonyme a initialement publié cela sur 4chan, les réactions ont été partagées. Certains ont été profondément perturbés par l'histoire, tandis que d'autres étaient sceptiques et pensaient que l'OP avait inventé toute cette histoire. Alors, quelle est la vérité? Eh bien, il y a des éléments qui soutiennent les deux côtés de l'argument. En fait, après avoir reçu plusieurs demandes, l'OP a posté le fichier audio complet sur YouTube sous un canal nommé Ravenmouth. Une recherche sur Google montre que l'OP possède un compte Reddit du même nom. Cela nous permet de constater qu'une couple de semaines après son post sur 4chan, Ravenmouth a publié la même histoire de détournement de radio sur le subreddit No Sleep, qui est principalement dédié à des histoires perturbantes, mais pas toujours vraies. Vers la fin de ce post, Ravenmouth a ajouté une nouvelle section qui n'était pas présente dans son post 4chan qui disait « Ce n'est pas tout. Je ne sais pas vraiment combien de temps cela prend. Quelques semaines ou quelques mois à partir de maintenant, quand vous serez seul et que soudain vous entendrez ce son perçant, tremblant, s'élever comme s'il rampait de votre colonne vertébrale jusqu'à votre crâne. Vous comprendrez. Lorsque cette nuit viendra, si vous écoutez attentivement ce qui suit après ce bruit horrible, vous réaliserez que la femme lira votre nom. De nouveaux noms. Vous le ferez écouter à vos amis, à votre famille. Ajoutez leurs noms. J'espère désespérément qu'en rendant cette liste assez longue, en ajoutant suffisamment de noms, ils retireront le mien et me laisseront tranquille. Je suis désolé. Cela constitue de nombreux éléments de preuve pour suggérer que cette histoire est fictive et que Ravenmouth l'a inventée. Cependant, il reste catégorique sur le fait que, bien qu'il ait embelli l'histoire pour le post Reddit, il a bien enregistré l'audio de la radio lorsqu'il était adolescent. Alors, est-il possible que la station WKCR ait réellement été détournée par quelqu'un? C'est tout à fait possible. Les détournements de radio ne sont pas un phénomène nouveau et étaient certainement possibles à l'époque où cela aurait pu se produire. Mais WKCR appartient à une université et est presque entièrement géré par des étudiants. Lorsqu'on leur a demandé à ce sujet, l'équipe de WKCR a répondu « En résumé, Ravenmouth disait probablement la vérité, mais ce qu'il pensait être un détournement de radio effrayant était en réalité une expérience artistique d'un étudiant en université. » Bien que cela, bien sûr, ne puisse pas être confirmé à 100%. Le 1er mars 1999, l'Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis, NOAA, a enregistré un son inquiétant provenant de l'océan. Voici à quoi il ressemble à une vitesse 16 fois supérieure. Ce son, nommé Julia, a duré exactement 2 minutes et 43 secondes et était si puissant qu'il a été détecté sur l'ensemble du réseau de hydrophones de l'océan Pacifique équatorial. Les hydrophones, pour ceux qui ne le savent pas, sont essentiellement des micro-sous-marins. À l'origine, ils ont été installés pour détecter les sous-marins pendant la guerre froide, puis ont été reconvertis pour la recherche océanique générale. Ce réseau est devenu célèbre en 1997, lorsqu'il a capturé plusieurs sons étranges provenant de l'océan, dont le désormais emblématique bloop. Selon l'explication officielle, le son entendu dans cet enregistrement aurait été causé par des tremblements de glace, icequakes, d'énormes icebergs, ou encore par des icebergs raclant le fond de l'océan. Julia a été enregistré près de 2 ans après Bloop. Cependant, contrairement à ce dernier, il n'a toujours pas d'explication définitive. En raison de son intensité sonore extrêmement élevée, les scientifiques n'ont pas pu déterminer son emplacement exact. Une théorie qui circule depuis un certain temps sur Internet suggère que Julia pourrait être liée à une activité volcanique sous-marine. Malheureusement, cette hypothèse ne tient pas la route après analyse. En effet, un enregistrement sonore d'un volcan sous-marin appelé Upsweep est disponible et son bruit ne ressemble en rien à celui de Julia.
Une théorie un peu plus intrigante suggère que Julia proviendrait d'une créature marine inconnue. Bien que cela puisse sembler relever de la science-fiction, l'idée devient plus plausible lorsque l'on considère que plus de 80% de l'océan reste encore inexploré en détail. Cependant, l'hypothèse d'une créature assez gigantesque pour produire un son audible à des milliers de kilomètres est à la fois terrifiante et difficile à croire. Le son surnommé Julia fait partie des nombreux bruits sous-marins enregistrés qui restent, à ce jour, non identifiés.